Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeudi Pro, le rendez-vous hebdomadaire des numériques dédié aux entreprises et aux professionnels de la tech. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui en distanciel Luc Julia, directeur scientifique de Renault. On va parler d'automobile et d'intelligence artificielle, ou plutôt d'intelligence augmentée, je crois que vous préférez ce terme. Bonjour Luc. Bonjour. Nous sommes également avec Marco Mosca, cette fois-ci en chair et en os, rédacteur en chef des numériques. Bonjour Marco. Bonjour. Alors, Luc Julia, on vous connaît entre autres comme co-créateur de Siri, qui est devenu l'assistant personnel de l'iPhone. Vous avez ensuite travaillé sur des questions d'IoT chez Samsung. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie d'être directeur scientifique de Renault ? Ça signifie de venir mettre un peu de techno, un peu plus de techno dans l'automobile. Le secteur automobile existe depuis plus de 100 ans, comme on sait, surtout une compagnie comme Renault qui a 120 ans. Et on voit avec les évolutions récentes des Tesla et autres Lucid que y a de plus en plus de technologie dans les voitures et il faut sinon on rattrape nos retards, au moins se mettre au niveau. C'est pas bizarre de quitter l'univers de la Silicon Valley pour rejoindre un fleuron de l'industrie française comme Renault ? Non, en fait, moi, j'ai la chance de faire à peu près ce que je veux depuis une trentaine d'années, et je m'amuse à faire des périodes de 10 ans. Donc, j'ai fait 10 ans de recherche, 10 ans de start-up, 10 ans de grandes compagnies aux États-Unis, et je me suis dit que, étant quand même français de base, je vais faire 10 ans de grandes compagnies françaises. Il y a 2 ans, vous avez sorti un ouvrage intitulé L'intelligence artificielle n'existe pas. Est-ce que c'est toujours le cas et pourquoi déjà ? Oui, alors c'est toujours le cas, oui, si on parle de cette intelligence artificielle dont je parle dans le bouquin. Celle qui n'existe pas, c'est celle de Hollywood. C'est l'intelligence artificielle qui est celle de la science-fiction. C'est celle-là qui n'existe pas. Par contre, il y a plein d'intelligences artificielles qui existent. C'est celles, au pluriel, sur lesquelles je travaille depuis justement une trentaine d'années. Et là, il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y en a dans les voitures, il y en a dans la santé, il y en a dans à peu près tous les domaines possibles et inimaginables. Donc ces intelligences artificielles-là, elles existent, elles sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à expliquer que ce qu'on veut bien faire croire de temps en temps et ce dont, en général, les médias aiment se gargariser. Quand ils parlent d'intelligence artificielle, ils parlent plus de quelque chose d'incroyable, de fantastique. Et justement, c'est pas fantastique. C'est fabuleux, mais c'est pas fantastique. Donc ça relève du fantasme, si on vous comprend bien, et du coup, vous préférez parler d'intelligence augmentée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette terminologie ? Oui, alors quand je parle d'intelligence augmentée, je dis que ces outils, qui sont ces intelligences artificielles, donc diverses et variées, ce sont ces outils qui nous augmentent, nous. Comme tous les outils, ils sont là pour augmenter des capacités. Et donc, ils viennent, ces outils, augmenter nos capacités dans les domaines particuliers dans lesquels ils nous aident. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien parler de l'intelligence augmentée parce que c'est notre intelligence qui est augmentée. C'est pas le domaine en général qui s'appelle l'intelligence augmentée. Mais je parle d'intelligence augmentée parce que ça me permet de garder les initiales IA, intelligence augmentée comme intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle générale, générique, qui serait omnipotente, celle-là encore une fois n'existe pas et elle n'est certainement pas intelligente en plus. Et du coup, cette IA, intelligence augmentée, reste-t-elle au cœur de vos préoccupations au sein de Renault ? Bien sûr, oui. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, ce qui est intéressant dans une voiture, par exemple, dans les transports en général, et avec ces nouvelles technologies et ces IA, c'est qu'on va pouvoir le retrouver à peu près à tout moment de la conception de la voiture, à sa fabrication, et puis après, quand la voiture est sur la route. Donc, on parle souvent de voitures autonomes. Alors, moi, je dis que la voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. La voiture autonome niveau 5, c'est celle pour laquelle on fantasme justement, qui va rouler toute seule tout le temps dans tous les cas. Mais la voiture autonome niveau 4, elle existera. C'est une voiture qui va rouler souvent toute seule sans aucune aide. Et celle-là, elle existera et elle demandera de temps en temps un peu d'aide. Mais donc dans cette voiture qui est autonome, il va y avoir aussi de l'intelligence artificielle. Et puis après, à l'intérieur de cette voiture autonome, une fois que nous, on n'a plus grand-chose à faire et plus grand-chose à conduire, il va falloir s'occuper. Et là, encore une fois, l'intelligence artificielle va nous permettre de s'occuper. Donc il y a dans tous les domaines de la voiture, c'est pour ça que la voiture est un domaine intéressant, on peut mettre de l'intelligence artificielle à plein d'endroits différents.
Et chez Renault, justement, quelle est un peu la philosophie? Parce qu'il y a un peu de deux écoles par rapport à la conduite autonome. L'approche étape par étape, comme Tesla, par exemple, avec les niveaux 1 et 2, où justement l'automatisation est plutôt partielle. De l'autre côté, il y a l'approche un peu plus prônée par les GAFA, où on mise le tout sur les niveaux 4 et 5, où là, comme vous l'avez dit, c'est une automatisation beaucoup plus complète. Chez Renault, quelle est vraiment la vision à long terme là-dessus? Je pense que, comme tout le monde maintenant, hein, sauf peut-être Elon Musk, mais à peu près tout le monde a réalisé que le niveau de 5 est effectivement pas possible, il n'existera jamais. Et je pense que tout le monde aussi réalise que le niveau 3, 4 est tout à fait accessible. Musk dit toujours que lui, il va à 5, mais l'industrie en général a réalisé que ça serait certainement beaucoup trop cher d'avoir des voitures niveau 4 ou 5, et que de toute façon, ça va pas être utile. Donc, je pense que Renault, comme les autres, va vouloir avoir des voitures les plus sûres possibles, va avoir les voitures les plus efficaces possibles, et c'est ce sur quoi on va se concentrer. Vous parlez d'Elon Musk et justement dans votre ouvrage, vous dites qu'il a complètement changé les codes sur la façon de concevoir la voiture et notamment en transformant la voiture finalement en un ordinateur qu'on met à jour via le soft. Est-ce que c'est une vision de l'automobile que vous partagez et est-ce que c'est une vision que Renault partage également? J'espère que Renault va la partager parce que c'est un peu pour ça que je suis venu, hein, parce que c'est vrai que de plus en plus, même si il faut pas cracher sur ce que c'est qu'une voiture, hein, une voiture c'est quand même 4 roues et puis un moteur, enfin bon, il faut que ça avance. Donc, ça c'est sûr que c'est toujours comme ça. Maintenant, pour le confort, pour la sécurité dont je parlais tout à l'heure, on sait et on voit bien que de plus en plus c'est du software. Et donc, si c'est du software, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus on va utiliser les moyens soft, hein, qui sont le cloud, qui sont les capteurs qui vont donner beaucoup de données. Et donc, obligatoirement, ces voitures vont devenir de plus en plus logicielles. Alors, je peux pas donner un pourcentage, hein, je vais pas vous dire que avant les voitures c'était 10% de software et 90% de hardware et que ça va changer et que ça va se renverser. Mais certainement qu'on va se retrouver au moins à égalité en nombre d'heures passées sur le software et le hardware dans ces voitures qui arrivent maintenant. Alors, Tesla a récemment lancé une offre d'abonnement mensuel qui permet de profiter de la totalité de son système d'aide à la conduite avancée, en opposition à un paiement en une seule fois, je crois de l'ordre de 10 000 $. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'émergence d'un modèle d'intelligence artificielle en tant que service? Et deuxièmement, est-ce que Renault a des projets similaires là-dessus pour les années à venir? Enfin, savoir si Renault a des projets similaires, je n'en sais rien, franchement, parce qu'il va falloir déjà qu'on arrive à sortir des voitures un peu plus autonomes, donc on verra quand on est là. Maintenant, en ce qui concerne ces services, c'est effectivement quelque chose qui est de plus en plus intéressant. En général, quand on parle de software, on va parler de services quelque part. Et donc, on a compris depuis, on va dire, l'arrivée d'Internet, depuis une bonne vingtaine d'années, que de plus en plus, ces services récurrents étaient des choses intéressantes et que c'est vers là qu'il faut aller pour pouvoir amortir du hardware. Je crois que vous aimez bien citer comme exemple, concernant la voiture autonome, l'exemple d'une voiture autonome qu'on lâcherait sur la place de l'Étoile. Pour vous, une voiture autonome, totalement autonome, qu'on lâcherait sur cette place réputée à Paris, n'arriverait pas à s'en sortir? Oui, parce que justement, c'est un très bon exemple pour nous les Français. On comprend bien mieux, hein. Alors évidemment, en période de pandémie, c'est pas tout à fait pareil, mais en période normale, on dirait, la place de l'Étoile à 18h, c'est tout sauf du code de la route, si vous voulez. Vous voyez, donc on apprend à conduire en apprenant des règles, en suivant des règles, en faisant attention, mais la place de l'Étoile à 18h, c'est pas ça du tout. La place de l'Étoile à 18h, c'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup un peu, on pousse un peu les choses et tout ça. Et donc une voiture autonome, par définition, elle suit des règles, hein. Elle suit ce qu'on lui a appris. Et ce qu'on lui a appris, c'est de faire les choses correctement. Et donc effectivement, une voiture autonome niveau 5, donc soi-disant super intelligente, elle serait un peu bloquée entre 18h et 1h du matin avant de pouvoir traverser la plage. Il faudra reprendre le volant à un moment donné quand même. Oui, je pense. La voiture autonome, justement, permet une sorte de nouvelle consommation à l'intérieur même du véhicule. On peut imaginer travailler, enfin avec une voiture de niveau 5, j'entends, travailler, jouer à des jeux vidéo, se divertir, notamment pendant les postes de recharge de la voiture.
comment est-ce qu'un constructeur comme Renault aborde ça, d'abord en termes d'usage et ensuite en termes de business model? Enfin, après, en tant que directeur scientifique, le côté business model n'est peut-être pas le Renault, à un vôtre. moment donné, avait mis des billes dans de la presse, notamment pour alimenter les services online de ses voitures, et notamment sur des podcasts, ce genre de choses. Est-ce que ça reste encore d'actualité pour Renault? Encore une fois, bon, je vais pas commenter sur le business parce que ça reste d'actualité. Je pense que oui, parce que de toute façon, à un moment donné, comme vous avez dit, quand les voitures vont être de plus en plus autonomes, on va un peu s'ennuyer. Donc, il va falloir faire en sorte que cette voiture soit l'extension de ce que vous faites dans votre salon, en gros. Hein. Donc, effectivement, qu'est-ce que vous faites dans votre salon? Vous consommez des médias, vous regardez des films, etc. Donc, de plus en plus, on va avoir des choses comme ça. Donc, on va faire en sorte que l'environnement soit agréable et vous permettre d'accéder à ce que vous voulez. Donc certainement qu'à un moment donné, ce sera intéressant d'avoir un business model qui est adapté à ces usages. La vérité est quand on va parler quand même de la voiture autonome niveau 4, la voiture autonome niveau 4 va vous permettre d'avoir quand même de grandes plages de divertissement, hein, parce que ça va être seulement un petit pourcentage des moments où la voiture va avoir besoin de vous pour se sortir d'une situation bizarre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, vous allez quand même être libre de faire ce que vous voulez, sauf de conduire. Donc c'est pour ça que définitivement, on va avoir à réfléchir à comment divertir les gens, comment faire en sorte qu'ils puissent communiquer avec les gens d'à côté, les gens qui sont loin, etc. Donc on va avoir de plus en plus de technologies aussi dans la voiture pour pouvoir améliorer ces moments. Si on regarde le marché de la voiture électrique, quelles sont selon vous les chances de la France sur ce marché face à des géants comme Tesla ou même avec l'offensive qu'on peut voir en provenance de Chine? Et l'Europe travaille de son côté sur la fin des moteurs thermiques pour 2035. Est-ce que c'est une date qui vous paraît atteignable, d'autant plus qu'on voit des pays comme la Norvège qui elle, accélère puisqu'elle vise 2025. Et finalement, quel est le poids des industriels de l'automobile européen dans ces choix stratégiques? Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix, dans le sens où le régulateur va imposer ce qu'il décide d'imposer. Et donc, à un moment donné, si on nous dit qu'en 2035, il faut que tout soit électrique, ben, tout sera électrique. Hein. Si c'est la régulation, c'est la régulation. Donc, on voit d'ailleurs que c'est pas la seule, que ça se passe pas seulement comme ça en Europe, mais c'est comme ça aussi aux États-Unis. La Californie a dit à peu près la même chose. Donc, de plus en plus, ça va se passer comme ça. Donc, l'électrique, l'hydrogène vont certainement prendre de plus en plus de place, vont devoir prendre de plus en plus de place, et on s'adaptera. Il faut quand même rappeler, et puis j'aime bien qu'on arrête de se flageller, nous en France, parce qu'on aime bien ça. Il faut quand même rappeler que l'alliance Renault-Nissan était quand même une des premières à sortir de voitures électriques. Et donc, en fait, on a une très grande histoire chez Renault avec la Zoé, par exemple, d'une voiture électrique. Donc, on a quand même beaucoup d'expérience. Et cette expérience, on va certainement continuer à en bénéficier dans les années qui viennent. Vous avez dit dernièrement que l'IA consomme beaucoup d'énergie et que nous devrions examiner ce que l'IA peut faire pour l'IA dans l'industrie automobile. Comment est-ce que justement on peut exploiter cette IA pour tenter de réduire l'empreinte carbone des véhicules et de toute l'industrie derrière? Alors oui, l'IA a deux facettes, hein, comme la plupart des technologies et comme la plupart de tout ce qu'on fait, de toute façon. C'est toujours une histoire de balance. Et donc, effectivement, l'IA est très consommatrice d'énergie aujourd'hui, très consommatrice de données. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça le big data. Et donc, évidemment, je parlais du régulateur tout à l'heure sur la question de l'énergie, sur la question de l'électricité, mais il va falloir penser aussi à ce que le régulateur intervienne à un moment donné pour décider comment ces IA sont utilisées. Alors, la meilleure façon déjà pour décider comment ces IA sont utilisées, c'est de comprendre ces IA. Donc, il va falloir commencer par s'éduquer. Il va falloir que le régulateur s'éduque aussi. Hein. Donc, il va falloir faire en sorte que nous, en tant que masse, en tant que peuple, on fasse en sorte que nos élites comprennent ce que ça veut dire avant de prendre des décisions. Mais effectivement, après, l'IA elle-même peut aider
à réguler l'IA ou à aider à ce que l'IA soit moins consommatrice d'énergie. Donc, il y a des programmes sur lesquels on travaille aujourd'hui qui sont, par exemple, des programmes pour utiliser moins de données, justement. Parce que peut-être qu'on peut arriver à des résultats qui seraient similaires avec beaucoup moins de données. Et donc, beaucoup moins de données égale beaucoup moins d'énergie, etc., etc. Donc, les IA sont intéressantes pour aussi comprendre quelles sont les limites vers lesquelles on tend quand on utilise ces technologies. Est-ce que les systèmes d'infodivertissement font partie de votre champ de compétences? Parce que Renault va lancer un système d'infodivertissement sous Android automotive. Et est-ce que finalement, c'est pas dommage de voir rentrer les GAFAM par la petite porte, ou si je puis dire, dans des voitures françaises de demain? Est-ce qu'il n'y a pas volonté d'avoir son propre système, ou alors c'est maintenant, c'est difficile de passer à travers Android de nos jours sur automobile? C'est un choix qui a été fait pour le moment, je dirais. Donc on va effectivement avoir des voitures qui vont montrer des systèmes Android. On verra ce qu'il en est ensuite. Évidemment, on va pouvoir imaginer beaucoup, beaucoup de choses, et les technologies ne sont pas forcément tout le temps des technologies américaines. Comme j'ai dit, moi je pense que nous avons beaucoup de capacités chez Renault et en France en général pour faire en sorte de montrer nos capacités et de les montrer dans les années qui viennent. D'autant plus que les technologies maintenant deviennent des options pour les constructeurs. Et ça, c'est un système que on voit notamment chez les constructeurs allemands. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se retrouver également chez Renault, avoir des options de techno en vente a posteriori, une fois via le software, quoi? C'est possible. Ce qui est bien, comme on disait tout à l'heure, une des choses que Tesla a très bien fait et qui a un peu redéfini le jeu, c'était de faire ce qu'on appelle l'OTA, hein, donc l'update des voitures, du software à n'importe quel moment. Et ben, effectivement, avec cet OTA, on va certainement pouvoir faire en sorte que ces voitures puissent changer de logiciel comme elles changeraient de vêtements dans le futur. Donc on va certainement pouvoir imaginer des choses comme ça. Alors, vous avez participé à injecter un peu de l'IA dans différentes industries, différentes entreprises, HP, Apple, BMW, Samsung et désormais Renault. Quelles autres industries est-ce que vous allez pouvoir investir, ou est-ce qu'à l'inverse, lesquelles ne sont pas faites pour pouvoir profiter de l'IA? Vous disiez que vous changiez un peu de crèmerie tous les 10 ans. Dans 10 ans, où est-ce qu'on peut vous imaginer? Dans quelle industrie? Ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'industrie qui ne peut pas en bénéficier. D'accord. Donc moi après j'ai mes dadas, hein, j'ai les industries que j'aime bien, j'ai les choses que j'aime bien qui sont mon motto, c'est de dire que je fais de la technologie pour les vrais gens. Et donc du coup il y a trois grands domaines qui m'intéressent. Le domaine du transport évidemment, hein, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il y a le domaine de la médecine que je trouve absolument fabuleux et extraordinaire pour faire en sorte que les gens vivent mieux et puis soient moins atteints par certaines maladies ou pour mieux vivre leur vieillesse, puisque nos populations vieillissent de plus en plus. Et puis un domaine un peu plus terre à terre, qui est le domaine de la vie de tous les jours, la maison, qui est aussi un domaine qui m'intéresse énormément. Donc dans ces trois domaines-là, l'IA pour moi est évidente, hein, il y a des choses à faire là-dedans, mais comme j'ai dit juste avant, vous pouvez prendre n'importe quel domaine, à n'importe quel niveau de granularité, vous allez pouvoir appliquer de l'IA quelque part, hein, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en restauration, enfin, vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi, l'IA pourra toujours être utilisée. Encore une fois, c'est une boîte à outils extraordinaire où on peut sortir l'outil qui va bien pour aller améliorer quelque chose dans ce domaine qu'on choisit. Tout est possible donc. Merci beaucoup Luc Julia. Merci à vous. Merci Marco, et merci à Karl pour la réal.